Cinéma. Écran de l'infini sur lequel se projettent les rêves et les cauchemars. Leur mission, vous faire découvrir des films oubliés, vous faire poser le pied sur des genres plus ou moins inconnus, et au mépris de votre santé mentale, vous faire avancer vers des contrées nanardesques. Le seul hic, c'est qu'ils ne le savent pas encore. Voici leur émission. Bonjour tout le monde. Salut à tous, bienvenue dans ce premier épisode de VHS. Visionnage hautement subjectif. L'émission cinéma qui vous parlera des films plus ou moins inconnus, plus ou moins oubliés. Exactement. Et dans chaque émission, on va vous expliquer un petit peu avec Mathieu comment ça va se passer. En fait, on va vous parler de deux films sur un même thème. Et en fin d'émission, vous aurez droit à un invité cinéma local qui viendra nous parler de son actualité et donc nous expliquer ce qu'ils font en ce moment. Dans la région. Tout à fait. Et aujourd'hui, on a le plaisir, et ceci en fin d'émission, d'accueillir l'association Courant-Bar. Et non pas Carambar. La blague, évidemment, mais c'est eux-mêmes qui l'ont choisi parce que c'est ça leur logo. Justement. Exactement, détourné, exactement. Et du coup, on va commencer par vous parler de deux films. Mathieu, tu vas nous parler donc de Brisby et le secret de Nîmes de Don Bluth, sorti en 1982. Exactement, moi je vous parlerai de The Dark Crystal, réalisé par Jim Henson, toujours en 82, et c'est notamment le papa des Muppet Show. Tout à fait, et donc la thématique commune à ces deux films, ça va être, on montrait cela à nos enfants. Eh oui, on osait montrer ces films à nous, étant petits. Aujourd'hui, on n'aurait pas fait de la même façon. Oh là. Enfin, vous allez voir. La sélection de Mathieu. Et attention, on commence avec le premier film, c'est Mathieu qui nous en parle. Tout à fait. Alors donc, ça s'appelle Brisby, le secret de Nîmes, de son vrai titre The Secret of Nîmes, réalisé par Don Bluth en 1982. Alors, il s'agit d'un film, pour donner le contexte. Don Bluth était un animateur et un dessinateur donc, chez Disney Pictures, et il avait décidé de prendre un petit peu son envol et de faire concurrence à Disney. Et donc, Brisby, c'est son premier film en tant que réalisateur indépendant. Son premier film pour essayer de faire la nique à Disney. Malheureusement, l'histoire, vous le savez, n'a pas donné raison à Don Bluth, malgré toutes ses qualités, ses énormes qualités. Et pourtant, nous avons là un film qui déjà pose les bases de ce que fera Don Bluth et aussi de la thématique que nous allons aborder. Et du coup, de quoi raconte le film? Ça parle de quoi, ce film? Alors, c'est l'histoire de Madame Brisby, toute jeune veuve, parce que son mari, Jonathan Brisby, vient d'être tué par le chat. Sinon, c'est parce que Madame Brisby est une souris qui a son petit dernier qui, en plus, est atteint d'une pneumonie. C'est super. Ah oui. Et il se trouve que les labours dans la ferme qu'elles habitent, elle et sa famille, vont bientôt commencer. Et donc, forcément, ils sont en danger. Donc, ils vont chercher de l'aide des rats de Nîmes. Alors, c'est tiré d'une trilogie de livres de, comment il s'appelle déjà Aurélie, Brian Aurélie, que je n'ai pas lu, mais disons, qui devait augurer d'un début de trilogie pour ce film. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Donc ça, c'est un film pour enfants, en fait. C'est un film pour enfants. Parce que quand même, dès le début, si je me rappelle bien, dès le début du film, on nous annonce la mort de quelqu'un. Oui, la première phrase, c'est Jonathan Brisby a été tué aujourd'hui. C'est même pas il est mort, c'est carrément tué. D'accord. Donc du coup, ton avis global déjà sur le film, avant de rentrer un peu plus en détail? Alors, personnellement, j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de choses que j'aurais à reprocher au style de Don Bluth au niveau de sa façon de narrer et surtout de sa façon de rythmer ses films. Mais il n'y a pas à dire quand même, quand on est sorti de l'école Disney, voir cela, c'est très intéressant, c'est très agréable aussi. C'est un film qui ne prend pas les enfants pour des idiots, qui les met face à une certaine cruauté de la vie, mais en même temps avec beaucoup de bons sentiments. Donc dans l'ensemble, mon avis, c'est que c'est un très bon film, très bon premier film, qui se démarque très bien de Disney, mais en même temps qui aborde une thématique un petit peu difficile, donc c'est pour ça, à mon avis, qu'il n'a pas réussi à être autre chose qu'un film culte. Ouais. Bah écoute, je vais donner aussi mon avis global avant de rentrer aussi en détail. C'est vrai que Don Bluth, moi j'ai une attirance pour lui dans le sens où j'ai adoré, j'ai été bercé par Petit Pied, le petit dinosaure et la vallée des merveilles, qui est sorti un peu plus tard dans le courant des années 80.
Brisby, le secret de Nîmes, que j'ai longtemps été bercé aussi par ce film et j'avais quelques bribes. Donc là, en le regardant, j'ai redécouvert un peu le film. C'est noir. C'est très triste. C'est vrai que on comprend que ce soit très différent de Disney. On comprend que ça n'avait pas été fait avec la même patte et la même intention. C'est vrai que même quand tu regardes la jaquette de DVD, tu as l'impression d'avoir un film pour enfants. D'ailleurs, c'est marqué à partir de 3 ans sur Allociné. Je trouve qu'ils ont halluciné plus qu'autre chose parce que pour moi, enfin, je ne sais pas si c'était sorti en salle à l'époque, mais pour moi, c'est d'une extrême noirceur. Par contre, au-delà de ça, j'ai aimé ce qu'ils ont traité, les petits débuts sur le côté écolo du film. Voilà. Après, j'ai aimé le film, je le trouve assez triste, assez noir, et aujourd'hui, je ne sais pas si, quand j'aurai des enfants un jour, je leur montrerai tout de suite. Ah bah bon, voilà. Pas tout de suite, c'est sûr. Bon, bref, on rentre sur du coup l'aspect global du scénario. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Mathieu? Alors, c'est un scénario qui, là encore, c'est à cause de sa narration à Don Bluth, le scénario a l'air simple, a l'air clair, même a l'air de se dérouler tout seul. Mais en fait, quand on y réfléchit, c'est un film avec beaucoup de tiroirs, puisqu'on suit d'abord Madame Brisby, qui, elle, ne comprend rien, entre guillemets, à l'intrigue générale au-delà de sa petite famille, parce que justement, c'est son mari, Jonathan Brisby, qui a été donc tué, qui faisait partie d'un grand plan, et elle est arrivée, disons, par hasard dessus. Et je pense que c'est un petit peu le côté habituel de Don Bluth qu'on peut voir dans Titan AE, dans son dernier film, que ce soit dans 10 heures la vallée des merveilles. C'est toujours des gens qui ne connaissent rien à rien, qui sont accompagnés de personnes qui, eux, savent de quoi il se passe. Moi, je trouve que le problème du scénario, en fait, c'est que oui, il y a beaucoup de tiroirs qui sont tirés, mais on nous donne beaucoup trop de fausses pistes. En fait, on nous lance sur des pistes qui ne sont pas, développées. Le début du film commence sur, du coup, un des enfants de Brisby qui est malade, et du coup, ça part sur la quête de trouver un médicament, tout ça, qui en fait, au final, au bout de 20 minutes de film, passe en second plan. On pense en second plan et on se sent qu'au bout d'une demi-heure, ah ouais, en fait, ça servait pas grand-chose en fait ça. Et du coup, je trouve qu'il s'est un peu perdu dans toutes les directions qu'il pouvait avoir, parce que c'est vrai que le film traite de plein de thématiques, notamment des animaux en laboratoire, pourquoi on utilisait ces animaux et les conséquences que ça peut avoir dessus. Je trouvais ça hyper intéressant. C'est dans une seule petite séquence, mais je trouve que du coup, le film aurait dû peut-être plus se concentrer sur l'impact humain, parce que c'est aussi ça, c'est l'impact humain sur les animaux sauvages. Notamment, il y a l'impact de l'agriculteur sur les champs, donc sur le fait que quand il va labourer, il va du coup terroriser les petites bestioles qui sont dedans, quoi. Et tuer beaucoup d'animaux à ce moment-là. Donc je pense que ces thématiques-là auraient été un peu plus intéressantes et beaucoup plus construites, en fait, le film aurait eu plus d'ampleur. Je trouve que du coup, il se perd un peu dans le scénario. En fait, là, c'est justement sa différence avec un Disney. Un Disney ferme son histoire. On a un début, un milieu, une fin, et disons, c'est un petit peu une monotrame. Même s'ils ont évidemment développé leur scénario depuis. Mais là, c'est le début des années 80, donc c'est encore l'époque. La Petite Sirène n'est pas encore passée par là, si j'ose dire, qui a été une révolution chez Disney. Et là, par contre, c'est aussi une chose qu'on peut remarquer, c'est qu'en fait, le film ne donne pas de réponse sur les grandes questions. Il y a juste en fait une petite réussite qui est à la fin, qui est pour notre échelle est mineure, à l'échelle des souris est majeure. Ouais. Et effectivement, mais moi ce qui m'a par contre vraiment fasciné, c'est que c'est le côté réaliste justement à ce niveau-là, puisque nous-mêmes nous vivons nos vies et tout autour de nous se déroule sans qu'on ait de conséquences dessus. Des millions d'autres vies. C'est un petit peu de ça. En fait, le film est très brutal. Oui. Le gros défaut, pas le gros défaut, mais le fait que ce ne soit pas accordé à des enfants, en tout cas un public très jeune, c'est que c'est très brutal. La façon dont les gens, s'il y a des morts dans le film, la façon dont les personnages meurent, c'est brutal. La façon dont on voit les conséquences, c'est brutal. La façon dont les personnages doivent devoir s'en sortir est très brutale. Et il y a tout ce côté très brutal. Et surtout, justement, contrairement à un Disney, la plupart des conséquences, la plupart des actes, ce ne sont pas les personnages qui peuvent agir dessus. Ce qui n'est pas la leçon habituelle de Disney. Ici, au contraire, disent tu as le pouvoir en toi, tu peux changer le monde. Là, au contraire, c'est le monde fonctionne d'une certaine manière. Tu peux t'y adapter autant que possible, mais quand ça veut pas, ça veut pas. C'est des personnages qui subissent beaucoup les choses et doivent du coup trouver des solutions. Nous, parfois, on subit quelques personnages. On en subit. On va passer du coup directement à la mise en scène. Alors, moi, la mise en scène, j'aime beaucoup la patte graphique donc, du coup, du dessin de Don Bluth et tout le studio qu'il y a derrière. Dans le sens où il va utiliser le charme qu'avaient les dessins animés dans les années 80-90, donc à l'époque aussi de Disney. Notamment, le film a fait beaucoup penser
à Fievel, qui est aussi... de Don Bluth. Voilà, Fievel au Far West par exemple, qui est notamment aussi du réalisateur. Et il y a un petit côté, c'est comme si on a mis des personnages de Disney, comment ça s'appelait ce film avec les... Ah, j'ai perdu. Taram le chaudron magique. Non, avec les rats aussi, de Basile et détective privé, qu'on aurait mis dans un univers à la Fievel en fait. C'est un peu dans ce côté-là. On a des personnages très attachants. Ah, il avait travaillé dessus. Voilà. Et au niveau de la mise en scène, voilà, on a une patte graphique qui est assez propre. On a l'impression d'avoir souvent, vous savez, à l'époque, les décors des dessins animés, c'était un peu comme des sortes de peintures, toujours un petit peu entre le côté archaïque et le côté un petit peu vieilli. Et on a cette animation où les personnages, dès que les éléments, on sait qu'ils vont bouger, sont beaucoup plus colorés, beaucoup plus mis en avant. Par exemple, il y a une scène où le chat va tomber un moment sur un morceau d'écorce qui va se casser. Bah, le morceau d'écorce qui va se casser, on le voit tout de suite, parce que l'animation est pas la même. C'était le défaut qui faisait un peu le charme en fait du dessin animé. C'est vrai. Qui donnait un petit peu le côté. Donc au niveau de la mise en scène, je trouve moi j'aime bien la patte et le dessin, et c'est vrai que ça se confond très bien. C'est très sombre. C'est très sombre, mais j'aime beaucoup ce côté brut. Ce côté sombre aussi, pour une certaine partie de la mise en scène, est servi par le fait que le film prend beaucoup son temps. Il y a beaucoup de thématiques liées, mais en même temps, c'est jamais hystérique. Même dans une scène de combat, les mouvements sont assez lents, assez amples. La scène dans la... on s'appelle pas dans la grotte, mais dans le tronc du hibou, le grand Great Hall, qui aussi prend son temps, surtout quand il y a une certaine créature qui apparaît. Hein. Exactement. Oui, là on voit plusieurs plans qui s'étirent. Que va-t-il se passer? Ça augmente le suspense aussi. On tire le suspense, ça tire vachement le suspense et que c'est bien redonné dans la mise en scène et dans le dessin. Ça, c'est sûr. Si on passe au casting, donc là, on va pas parler de comédiens forcément, on va parler plutôt de personnages et liés aux voix. Moi, je l'ai vu en VF et en VO. Toi, tu l'as vu Je l'ai vu en VF il y a très longtemps, en VO récemment. Je pense c'est pareil, on était bercé à la VF à l'époque parce que c'était que la VF qui était disponible. Et surtout, on ne parlait pas anglais à l'époque. Exactement. Du coup, qu'est-ce que tu penses toi du casting voix? Alors, le casting voix, il n'y a que quelques personnages, quelques personnes dont je connais le nom, en particulier donc Derek Jacobi qui joue le rôle de Nicodemus, ou encore le grand hibou qui est joué par John Cardin, père de David Carradine. Ah oui. Et donc il y a Elizabeth Hartman, voilà, je ne me souviens plus du nom, qui joue Madame Brisby, qui joue très bien, je trouve, qui correspond au style, à la lenteur du film, de la narration du film, mais en même temps à une vraie humanité. On sent la détresse d'une mère, courage, une mère seule. Donc là-dessus, très bien joué. Cool. Moi, ce que j'ai en faisant, du coup, comme je l'ai vu en VO du coup récemment, j'ai été bercé à la VF, je me rappelais beaucoup de la VF. Je trouve que du coup, il y a des voix intéressantes, mais qui sont peut-être pas assez marquantes, au vu que les personnages sont assez stéréotypés dans le film. C'est vraiment qu'il y a vraiment le grand hibou, il y a le grand mage, il y a les petits personnages, les citoyens. Le corbeau rigolo, et d'ailleurs un des personnages qui ne sert pas à grand-chose d'ailleurs, je trouve dans le film. Oui. Mais c'est gimmick comique. La VF est plutôt bien, est plus marquée sur les grands personnages, et la VO est plus intéressant dans le sens où c'est plus sobre et il n'y a pas d'écart entre les personnages. On a des voix qui sont là, qui ne sont pas trop stéréotypées non plus, mais qui sont présentes. J'ai rien à dire de plus, donc c'est vrai que ça reste des voix et intéressantes. Bon. Alors, donc, ce film-là, montrable aux enfants aujourd'hui? Non, pas de la même façon, je vous l'ai dit. Non, pas de la même façon. On montre pas ça à un enfant de 3 ans aujourd'hui. Déjà, quand on regarde les films qui passent au cinéma, non, c'est pas possible. Après, pas de la même façon, en tout cas, pas comme ça. Oui, trop violent, trop noir sur beaucoup de points pour un enfant jeune. Encore que je pense, c'est le genre de film qu'il faut montrer à un enfant, mais en étant présent. On ne laisse pas un enfant seul devant ce genre de film. Comme ça, il faut qu'un adulte soit à côté de lui pour le rassurer dans pour lui expliquer. Et pour lui expliquer. Vous savez, il y a les enfants qui sont là. Pourquoi il est mort, le monsieur, il va revenir? Il va lui dire non, mais voilà. Non, mais c'est vrai. Moi, je pense que c'est un film qu'il faut conseiller à partir de 8-9 ans. Thématique trop adulte. Ouais. Mais par contre, c'est des thématiques qui font mûrir parce qu'effectivement, c'est ça la vie. Enfin, pour certaines personnes. En tout cas. Voilà. Écoute, moi, je le conseille quand même. C'est vrai que ça reste quand même pour moi un classique de Don Bluth, même s'il est un peu sous l'ombre de Petit Pied et Petit Dinosaure, mais c'est dans la même veine. Du coup, n'hésitez pas à le regarder, à le revoir pour ceux qui sont friands du coup de films de dessin animé, tout simplement. On va passer du coup à ton film, au deuxième film. La sélection de Fabien.
Du coup, le deuxième film, toujours dans cette même thématique, les films qu'on nous montrait quand on était enfant et qu'on montrerait peut-être pas forcément aujourd'hui. Oui. Je vais vous parler d'un film moi qui m'a beaucoup marqué, qui est pour moi un grand classique du genre fantasy entre guillemets. C'est The Dark Crystal, qui est sorti du coup aussi en 1982, qui a été réalisé du coup par Jim Henson, qui est notamment, et je dis pas notamment, mais qui est essentiellement connu pour avoir réalisé toute la série The Muppet Show, les films The Muppet, il y en a eu un jusqu'à 2011 je crois même d'ailleurs, un des derniers. Donc vous savez les marionnettes avec Kermit la grenouille, Peggy la cochonne et compagnie. Ça c'est The Muppet Show et il a eu un côté un peu dark. Oui. À un moment. D'ailleurs, ça tombe bien, Dark Crystal. Qu'est-ce que ça raconte le film? En fait, on suit Jen, Kira, qui sont, on va un peu stéréotyper, qui sont deux elfes en fait, qui sont des survivants de leur peuple, qui vivent dans un monde, dans une contrée assez particulière, dans un monde assez féerique. Et en fait, ils vont être tous deux face à la recherche d'un cristal, qui est un peu un cristal sacré, qui est en fait un peu l'équilibre de leur monde, mais qui est détenu par les Skeksis, si je ne me trompe pas, c'est ça, qui sont des corbeaux avides de pouvoir, qui sont tout décrépits, qui sont un peu, pour moi, sont un peu la société, la vieille bourgeoisie d'aujourd'hui, entre guillemets, ou en tout cas de l'époque, qui stéréotype un petit peu ça, qui détiennent du coup en esclavage toutes les autres, beaucoup d'espèces et d'autres peuples de ce monde-là, et qui ont du coup la main mise sur ce cristal qui a un pouvoir un petit peu trop dark. Je cherchais le mot, mais je vais encore dire dark. Voilà. Non, ça va. Ça va? Ça convient. Écoute Mathieu, je vais d'abord demander ton avis global avant de donner le mien. Eh ben, moi je l'ai revu récemment et j'ai été moyennement déçu. C'est bien, moyennement déçu. Voilà, parce que bon, j'avais un bon souvenir, et j'ai beaucoup apprécié le côté marionnette, le travail énorme sur la direction artistique, qui est excellente, mais en fait, je me suis rendu compte à quel point l'histoire était linéaire, était simple, et justement, j'ai l'impression que ça n'allait pas au-delà du petit délire New Age. Donc, c'était juste que je m'en souvenais mieux que je ne l'avais qu'il n'est réellement. Le souvenir est meilleur que leur revisionnage. T'as été bercé avec ce film ou pas? Tu l'as découvert enfant? Je l'avais vu enfant. Ouais. Il m'avait un petit peu marqué quand même, mais en fait, je n'avais pas revu depuis assez longtemps. souvent. Moi, je l'ai vu beaucoup de fois avec mon frère, notamment ce film-là, et moi, il m'avait marqué par sa noirceur, par son côté complètement triste et même sans pitié en fait. Je trouve qu'il a un côté sans pitié. Dans son ensemble, le film a beaucoup d'inégalités, je suis d'accord, le scénario est très simple, c'est une ligne directe et même d'ailleurs il n'y a pas trop d'explication à pourquoi cette ligne directe. Oui. Mais la force du film c'est notamment ces marionnettes-là, l'ambiance, les décors qui sont juste ouf. Il y a un mélange de décors réels, de matte painting en arrière-plan, et de jeux de profondeur et plein de choses. Et la crédibilité, même pour moi aujourd'hui, même si ça m'a vieilli la marionnette, en termes d'animation, c'est encore assez propre. L'imagerie a vieilli, mais la technicité est encore bien là. C'est très impressionnant et c'est poétique comme du Ray Harryhausen. Hein. Exactement. Donc on va passer du coup au scénario, on va rentrer un peu plus dans le détail. Bon, ça va être assez simple. Pour moi, c'est un film qui aurait pu être écrit dans les années moyennes de Métal Hurlant. L'inspiration est assez énorme à ce niveau-là. C'est donc une histoire mystique, féerique, entre justement donc, les Skeksis, le pouvoir nécrosé des tyrans, et évidemment les gentils mages de la nature, les mystiques, ou Urur, comme ils sont appelés pour une seule fois dans la VO, pardon. Là-dessus, c'est une petite quête, si j'ose dire, qui donne l'impression qu'on va sauver le monde. Bah, c'est la quête de l'élu, c'est le lien qu'avec le film qu'on a parlé précédemment avec Brisby, c'est pareil, c'est deux héros qui vont devenir élus d'une quête et d'une légende et qui vont devoir changer tout le monde autour d'eux. Brisby c'était ça, elle devait du coup sauver devait sauver tout le peuple autour d'elle. Du coup Jen c'est pareil, doit sauver du coup en plus son ami, mais doit sauver le monde entier parce qu'il y a une légende qui flotte autour de ça, on va pas vous spoiler, mais il y a une légende qui flotte autour du cristal. Du coup c'est vrai que c'est très linéaire, un peu trop linéaire à mon goût, pas assez condensé, et on voit qu'ils sont plus concentrés sur tout ce qui est la direction artistique et toute l'imagerie du film. En termes de scénario, c'est un peu trop léger. En fait, là où dans Brisby, il y avait ça partait un peu dans tous les sens et ça n'avait pas trop resté droit. Là, il reste droit, mais
Mais c'est intéressant à voir. Mais ça reste intéressant à voir. Au niveau du scénario, voilà. Après, il y a je trouve qu'il y a une petite longueur au début. La mise en exposition du film est un peu longue et pas forcément toujours nécessaire. Mais voilà, c'est le héros qui va être guidé et qui va rencontrer plein de personnages qui vont l'aider ou pas, jusqu'à arriver au combat final entre guillemets avec les Skeksis. En sachant, ce qui est très intéressant, c'est que justement, ce n'est pas lui qui fait un combat direct avec les Skeksis, c'est au contraire une action indirecte qui permet justement la victoire, parce que bon, bah, évidemment, film pour enfants, ça reste quand même un film à victoire. Très bien, on va parler de la mise en scène, où il y a un peu plus de choses à dire du coup là. Ah oui, là, c'est rendu magnifique. La mise en scène, moi, j'aime beaucoup l'effet marionnette, même si je vous dis que ça se fait plus trop aujourd'hui, mais je trouve que c'est encore assez bon. Du coup, Jim Henson, il a plus rien à prouver dans les marionnettes, hein, c'est Muppet Show, donc voilà, c'est juste très très bien mis en scène. Là d'ailleurs, il bosse, et notamment sur pas mal de séries, il bosse avec Frank Oz. Frank Oz, c'est notamment le marionnettiste de Yoda dans la saga Star Wars. Donc c'est vrai que là, ils ont plus grand chose à prouver. Donc l'animation est assez fluide, même si des fois on sent qu'il y avait des fils qu'ils ont balancé les personnages de gauche à droite et qu'ils ont dû après effacer en production. Mais en tout cas, moi, dans les dialogues et dans les mouvements, on va dire plutôt simples, ça marche très très bien. C'est plus dans les scènes d'action où là, ça freine un petit peu l'intensité du film. Ça marche plutôt bien. Voilà, la photo elle est assez propre, les décors sont vraiment cool. Je reviens sur le matte painting, mais ça marche vraiment. Donc le matte painting, vous savez, c'est quand c'est tourné en studio généralement. C'est généralement des artistes qui peignaient des décors de fond, qui étaient mis un peu comme du fond vert maintenant aujourd'hui. C'est comme si on accrochait une image. Et en avant, il y avait des décors donc du coup, studio créés en réel, en dur, et les personnages du coup naviguaient. Et on pouvait vraiment jouer avec cet effet de profondeur. Et là, ils pouvaient créer ce qu'ils voulaient en fait. Ils pouvaient créer un monde. C'était les effets spéciaux de l'époque. Et c'était toujours très bon. Certains sont encore utilisés aujourd'hui. En particulier le matte painting. Et au plus de la marionnette, pour les petits personnages c'est de la marionnette, mais pour les gros personnages, notamment les Skeksis ou Skeksis, hein, c'est en fonction de la VO de la VF. Il y avait des comédiens qui étaient sous des gros costumes, qui avaient une grosse ampleur, qui était assez dur à gérer. Et moi, je trouve que ça marche plutôt bien. Et ouais, qu'est-ce que tu as à dire plus sur la mise en scène, Mathieu? Moi, ce serait sur l'utilisation de la caméra, c'est-à-dire au niveau de la longueur des plans et les focales, donc longue focale, courte focale, ça change la forme de l'image, ça déforme l'image quand on a une courte focale ou une longue focale, ou une focale moyenne, qui est une focale proche de la vision humaine. Voilà. Et il se trouve que justement les réalisateurs ont très bien utilisé ça pour justement les scènes de combat, afin d'éviter que justement ça ne soit trop fouillis. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé des courtes focales pour faire avancer rapidement les méchants, des longues focales pour justement donner l'impression que les héros n'arrivent pas à avancer assez vite pour rajouter un effet de suspense. Et sinon, pour une scène en particulier, la scène où on voit l'âme d'un petit être aspiré par le Dark Crystal. Oui, alors voilà, on l'a spoilé un petit peu, mais le cristal en fait aspire l'essence de vie des personnages. Et donc là, on a des plans assez lents, tout en étant bien montrant toutes les étapes, montrer que le petit personnage ne pourra pas s'en sortir. Et résultat, il finit les yeux vides, la tête ébouriffée, comme s'il était en train de regarder TF1. C'est horrible. Ah ouais, c'est ça. Le cristal, c'est TF1 de l'époque. Bien vu, Mathieu, j'avais pas fait gaffe. Ça aussi, ils aspirent notre âme. Bien vu. On revient sur le casting du coup. C'est pareil, on va pas pouvoir parler des personnages, on va plus vous parler de ceux qui sont derrière. Donc c'est vrai que voilà, Jim Henson forcément qui a notamment fait marionnetté, je sais pas comment on dit ça d'ailleurs, marionnetté. Il a guidé. Il guide donc le personnage principal qui est Jen. Frank Oz, du coup, Mister Yoda, entre guillemets, lui, marionnettiste Ogra, qui est une sorte de voyante, une divinatrice qui va aider les personnages. D'ailleurs, je n'avais pas fait gaffe, je retrouve, vous savez, les petits nains dans Charlie et la chocolaterie. Les petits, je sais pas comment ils s'appelaient là, les Oompa Loompa. Les Oompa Loompa, voilà. Et il a joué un des personnages aussi, il a dû faire des personnages. Peut-être sur le design des personnages, on va peut-être plus parler de ça. Les elfes sont pas forcément très... génériques. Oui, mais ils sont pas très jolis même, je trouve. Ils sont pas attachants. Ils ont les petites têtes un peu écrasées, ils sont pas très... C'est côté poupée. Ouais, un petit côté pas confiance avant de moi.
Peut-être pour ça. Mais les Sexes, par contre, ils sont hideux, qui sont les corbeaux décrépits. Ils ont vraiment des vêtements pareils qui ont vécu avec le temps. Donc, comme s'ils avaient des superbes belles robes d'époque de Louis XVI qui avaient complètement moisi sur eux. C'est vrai que c'était intéressant. Et donc, par contre, les mystiques, eux, c'est très simple. C'est des gentils hippies à 4 bras. Avec une longue queue. C'est ça. Et qui vont faire la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. Voilà. Dans tout le film. Et qui vont arriver à la fin et qui en fait n'auront rien fait. C'est cool, on a des élus qui font des choses et nous on arrive à la fin pour occulter la gloire. Ils ont chanté et ça va être très utile à un moment pour le héros. C'est vrai, non mais ça va plus loin que ça. On rigole un petit peu mais ça va plus loin que ça. Juste, j'ai un petit truc à dire, là j'y repense. J'ai revu Mad Max Fury Road il n'y a pas très longtemps. Alors je ne sais pas si je suis le seul, mais moi ça me turlupine. Oui. Ça me turlupine encore. Il y a une séquence dans Mad Max Fury Road, je pense qu'il y a une grosse influence, ou en tout cas c'est inspiré de The Dark Crystal, qui sort de nulle part, et c'est dans la scène du désert où quand ils partent avant d'arriver à la... Je crois que c'est avant ou après la tempête, je ne sais plus. Et il y a un seul plan où on voit du coup au loin passer toute la caravane de véhicules, et il y a un plan avec un arbre, un corbeau et une sorte de grosse bestiole sur échasse qui avance, qui m'a fait tout de suite penser à The Dark Crystal. Dans The Dark Crystal, il y a des personnages aussi, voilà, ils vont sur des sortes de... Pardon. Ils vont sur des sortes de chevaux comme ça à grandes échasses. Et franchement, j'ai vu Dark Crystal. Il y a un plan qui sort nulle part, qui est cadré, qui est fixe, et on voit l'univers, c'est comme s'il traversait The Dark Crystal. Voilà, alors si vous regardez Mad Max, faites gaffe à ça, et en tout cas, regardez The Dark Crystal, vous verrez peut-être la référence. Moi, je dirais plutôt qu'il s'agit d'une référence à Jérémia, une BD réalisée par Herman. Mais là, par contre, c'est un peu différent. Donc, on conclut sur ce film-là. On peut le voir un peu plus jeune, je pense qu'il est quand même un peu moins noir et un peu moins méchant, à part quelques séquences, quelques séquences qui sont un peu plus dures à avaler. Mais sinon, voilà, je dirais aux alentours de... Allez, je pense qu'à partir de 6 ans, ça peut commencer à se regarder. Oui, ça peut se regarder, mais toujours avec un adulte, évidemment, justement pour expliquer la chose. C'est ça, c'est les films qui vieillissent des fois mal visuellement, mais vieillissent mal aussi en fonction de l'âge. On voit que le cinéma évolue vachement avec... Bon, je dis pas que aucun enfant joue à des jeux vidéo violents, par exemple, ou des choses comme ça, mais c'est vrai qu'on n'a pas la même culture de l'image. Tout à fait. Elle est tout à fait différente. Donc, pour ce qui est du thème... Si on conclut, donc ces films, voilà, des films comme ça, on les ferait pas aujourd'hui. Ça, c'est sûr et certain. Parce que justement, on n'aurait plus d'un public en fait pour ça. Les enfants seraient trop jeunes pour qu'on leur montre ça, et les adultes seraient effrayés de montrer ça à leurs enfants. Mais en même temps, c'est plus pour les adultes. Donc, qu'est-ce qui a causé cela, à ton avis? Je sais pas, déjà il y a l'empreinte film des années 70-80 avec tout ce qui était film d'épouvante et films d'horreur qui ont vachement marqué les technicités dans ce genre-là. Là, on est sur du film qui reste un peu plus familial, qui garde cette même technique de tout faire en studio, de tout faire en réel, mais qui se met juste le tampon, tiens, ça va être plus familial parce que c'est une histoire qui est peut-être qui est un peu plus commune. De l'élu, c'est vrai que ça... Et puis en fait, il y a beaucoup de références à plein de films. De Dark Crystal, je reviens dessus, mais il y a beaucoup de références à Star Wars. Il y a beaucoup de références à plein de films où l'élu est là pour faire des choses. Ce sont de vrais films cinéphiles. Et même, voilà. Et aujourd'hui, on a beaucoup de films qui indirectement vont s'inspirer de The Dark Crystal aussi dans la comté quête. Je pense notamment à Seigneur des Anneaux. Il y a un petit côté Seigneur des Anneaux aussi dans The Dark Crystal si on cherche un peu. Donc voilà. Donc on n'en verra plus les comme ça et ça, on le sait très bien. Mais on les présenterait pas de la même façon aujourd'hui. Donc, écoutez, voilà, c'est fait pour ces 2 premiers films qu'on vous conseille de toute façon. Ah oui, tout à fait. En tout cas, entre de bonnes mains. Et on va passer du coup au moment de l'invité. On attend que ça. Donc voici Cours en barre. Tout de suite. L'invité du jour. Et nous voici avec nos invités de ce premier épisode. Nous sommes très fiers d'accueillir ce soir l'association Cours en barre. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, bah oui, bonsoir. Bonsoir à vous, merci. Donc notamment Carl Audio et Erwan Lebrun, si je ne me trompe pas. C'est ça. C'est ça. Donc merci d'avoir accepté d'être avec nous pour cette première émission. Est-ce que déjà vous pouvez, on vous a présenté, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu l'origine de ce projet qui est Cours en barre en fait? Donc Cours en barre, c'est à la base parce qu'il y a plein de films qui se font en région nantaise et il n'y a pas beaucoup de lieux pour les diffuser. C'est toujours la grande histoire, on diffuse plus de courts-métrages dans les cinémas, donc voilà. Et donc c'est Sébastien Audigier qui est pas là avec nous ce soir, mais qui est à l'origine du projet. Et on l'a rejoint rapidement. Et donc le but est vraiment juste de diffuser tout ce qui se produit à Nantes, dans les bars à Nantes. D'accord. Dans les soirées gratuites toujours. En termes de court-métrage, moyen-métrage aussi un petit peu? Ouais, on se limite plutôt à 20 minutes max, mais surtout de voir 10 minutes. Et des courts-métrages, des clips, des séries, du documentaire aussi que Erwan a lancé.
Il y a aussi sur Soirée Doc en bar, là on diffuse des plus longs. Enfin voilà, on a diffusé des 20-25 minutes, mais autrement c'est vrai qu'on se limite plutôt à 10-15 minutes. Voilà, à part Doc en bar, oui, c'est. D'accord. Est-ce que le format donc court en bar existe aussi hors de Pays de la Loire ou c'est vraiment un truc original, c'est vraiment une initiative originale de votre part? Je pense pas qu'il y en ait ailleurs, en tout cas. Après. Avec cours en bar, non? Non, avec cours en bar, non. Mais après, depuis le mois de juin, on a fait une petite caravane. On a transformé une caravane avec une caravane en salle de projection, mini salle de projection. Et donc là, on pourra sortir de la région nantaise. Et donc là, on étudie des projets pour partir, mais pas trop loin non plus, quoi. D'accord, donc vous allez faire un road movie en fait. Un truc comme C'est ça, ça. oui, oui. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui sont venues de Rennes pour les soirées ou d'autres villes, la grande région, et qui sont intéressées pour refaire le principe de cours en bar à d'autres D'accord. endroits. Il y a des gens qui nous demandent d'exporter le concept, en fait, ouais. Même si le concept n'est pas non plus, c'est juste diffuser le court-métrage. Mais... D'accord. Donc Donc, le faire dans les bars, quoi. Et dans les bars, ouais, c'est c'est ça. ça. Donc par exemple, quelqu'un a un court-métrage, il a envie de le diffuser via Cours en bar. Comment ça se passe? Comment on fait pour participer en fait à Cours en bar? Il suffit de suivre la page Facebook ou le site internet, toutes les infos sont dessus. On mettra le lien de toute façon. Nous, on fait des appels à films donc tous les mois et demi. Enfin, on est tout le temps en mode appel à films. On attend toujours d'avoir des films et après, on fait une sélection parce qu'on est obligé d'en faire. Parce qu'on peut pas tout diffuser pour diverses raisons. Première, c'est que ça fait trop de films en soi quand même. C'est ça qui m'étonne, moi, que chaque appel à films, on a beaucoup de films, on a beaucoup de choses à diffuser. Et quand je dis films, toujours clips, séries, tout ça. Mais qu'on a vraiment beaucoup de matière et on privilégie, on diffuse que du 100% nantais et il y a vraiment de quoi diffuser, il y a vraiment des bonnes choses. Donc dans l'association, du coup, il y a un comité un petit peu de sélection en fait. Ouais. Tout le monde donne son avis ou vous avez quand même plutôt cadré ceux qui donnaient Tout le monde donne son avis et puis aussi on a dans un lieu le bar, donc c'est un lieu qui est pas facile. Donc c'est vrai que si c'est un film, on va dire un petit peu lent, qui a des longueurs, et ben si les gens se remettent à discuter, et ben on perd la soirée, quoi. Donc il y a des fois on fait des sélections, fois dur parce qu'on se dit le film est pas mal, mais bon, des fois on se dit il aurait pu faire 5 minutes de moins, c'est souvent ce qu'on se dit en regardant les films. Par rapport à nous, c'est vrai que si on le diffuse dans un cinéma où tout le monde est assis, là c'est pas du tout pareil, quoi. Enfin je veux dire, l'ambiance c'est pas pareil. Le bar c'est un peu c'est plus dur, quoi, je pense. Ouais, tout à fait. En même temps ça nous donne une contrainte pour sélectionner les films. On se dit est-ce que dans ce bar là si les gens sont debout ils vont avoir envie de regarder ce film là, mais s'il y a des bars où on est là où il y a des salles, par exemple au Larsen ou au Baroudeur, et ben là on peut s'asseoir. Donc là, résultat, qu'est-ce qui se passe? On peut mettre des films plus longs, on va pouvoir mettre des films qui sont peut-être un peu plus lents, entre guillemets, voilà. Ok. Justement, pour rebondir sur ces bars qui sont vos partenaires, comment est-ce que vous les avez convaincus? Comment est-ce que vous avez fait la démarche de les trouver, ces bars-là? Le premier, c'était le bar du coin, donc ça s'est fait assez facilement. Ils savaient qu'il y avait un projecteur là-bas, donc la première s'est faite là-bas. Après, il y a le bar Mon Oncle, où j'ai parlé au patron du bar s'il voulait bien diffuser des courts-métrages, il a tout de suite dit oui. Dès qu'on va voir les bars, en fait, ils sont toujours partants pour l'aventure. Et aujourd'hui, en fait, il y a des bars qui nous contactent via notre page Facebook. Qui commencent à nous demander. Pour demander qu'on vienne chez eux, parce qu'ils en entendent parler des soirées. On a même été approché par le collectif Barbare, donc on était assez contents parce qu'un des patrons de Rouge Mécanique, Dom, a parlé de nous, et donc j'ai rencontré le coordinateur général de Barbare et il nous a dit oui, Dom nous a parlé de vous, et donc ça nous intéresserait, donc il y aura sûrement une collaboration prochaine pour sûrement la prochaine édition de Barbare, c'est dans les cartons, donc voilà. C'est bien, c'est cool. Donc du coup, c'est vrai que ça leur fait des programmations un peu différentes parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de voir beaucoup de concerts dans les bars. Et Nantes, ville culturelle, c'est intéressant d'avoir aussi le côté court-métrage. Et donc là, du coup, on est mi-décembre. Quelles sont les prochaines dates en fait de Cours en bar pour l'année prochaine, du coup, maintenant? Alors la prochaine soirée, du coup, ce sera le 27 janvier. Donc en collaboration avec TV Rosé, je ne sais pas si vous connaissez. Ils sont pas mal. Je crois qu'on les connaît bien. Donc voilà, pour TV l'événement Rosé. Vidéo Populi qu'ils ont déjà organisé avant. Et donc là, on va co-organiser l'événement. Et après, on revient début février, une dizaine de jours après, donc au Café La Rébine, pour un doc en bar, justement, donc plutôt axé documentaire. Voilà. On en reçoit de plus en plus aussi des Donc vous documentaires, faites toujours nantais. des sélections aussi sur des genres différents. Ça, c'est... Oui, on n'était pas forcément tous dans le docu à la base, mais on en a reçu plusieurs et on s'est dit c'est dommage de ne pas les diffuser. Et donc à savoir si on les diffuser entre les cours ou pas, mais en fait une soirée dédiée au documentaire, je trouve ça pas mal, ça a du sens. Et ça c'est Erwan qui s'en occupe. Est-ce que du coup vous avez dans le futur de Cours en bar, est-ce qu'il y a des nouveaux projets qui vont se lancer, de nouvelles choses qui vont se développer?
Alors on essaye toujours de se développer, de développer le concept encore, même si le principe de base, donc cours en bar, les cours dans les bars, on est au bout du concept un peu parce que ça marche déjà bien. Mais il y a d'autres initiatives, il y a le festival Hacker, donc avec les centres socioculturels de la ville de Nantes, avec qui on a déjà travaillé l'année dernière. Et puis après, c'est de se développer avec la caravane aussi, ce qui nous permet de rencontrer d'autres festivals qui nous louent la caravane, puis on va essayer de démarcher les festivals pour la caravane, essayer de sortir un peu de Nantes et pourquoi pas, au bout d'un moment, comme on disait tout à l'heure, essayer d'exporter le concept de cours en bar dans une autre ville, pour l'instant dans la région, mais on va essayer ça. Ouais. Bon, eh ben, dis donc, un sacré développement. Comme ça, vous devenez un acteur culturel quand même assez important de Nantes. Est-ce que vous recevez quand même de l'aide des services publics, la partie culturelle de la mairie aussi vous avez des soutiens publics? Pour l'instant, on n'en a pas, mais il n'y a aucune critique, c'est juste qu'on n'a jamais demandé pour l'instant en fait, mais on aimerait bien en demander quand même. Il y a juste le fait qu'on a quand même diffusé plus de 300 films, en gros, et dont vraiment 90% nantais. Depuis le... Je sens que tu as envie de parler. Hein. J'ai vu ton appel, donc j'essaye de combler en disant n'importe quoi, juste pour te faire patienter encore un peu. Non, on a eu de l'aide quand même pour la caravane, la caravane Spot. On a fait ça dans le cadre du Festival Spot, qui est un festival pour les 16-25 ans. Et donc on a fait y chercher des caravanes, Yurt, Tipeee, c'était dans l'appel à projet. Et donc c'est comme ça, quand j'ai vu l'appel à projet, cette idée-là me trottait dans la tête de faire une caravane de diffusion. Et on s'est dit, tiens, si la ville peut nous aider, donc la ville nous a aidé sur cette caravane pour la lancer. Donc la première sortie était donc à Spot. Pour le festival au mois de juin. Voilà. Donc on vous remercie Cours en Bar, l'association Cours en Bar, du coup on vous mettra tous les liens dans la description. N'hésitez pas. Merci à vous aussi. N'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font, à les proposer des films parce que c'est important. Encore. Voilà. Et puis dans chaque émission VHS, ça va être un petit peu la gimmick de l'invité. On va essayer de trouver une main innocente. Vous allez en fait piocher le thème de la future émission parce qu'on a parlé aujourd'hui de 2 films sur un thème qu'on avait choisi et c'est les invités qui choisissent maintenant. De toute façon, je dis Mathieu Chapeau. Ouais. Mathieu Chapeau. Voilà. Et vous pouvez choisir dans le choix-peau magique. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? Si vous prononcez en anglais, c'est pas évident. Rape and Revenge. Rape and Revenge. Rape and Revenge. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, Mathieu? C'est un style particulier, c'est un genre, un sous-genre du thriller, un sous-genre du slasher aussi. C'est lorsque une nana en première partie de film se fait violer et qu'elle décide d'aller se venger avec moult tortures sur ses bourreaux. C'est un des exemples parmi ce que c'est le Rape and Revenge. On verra ça dans la prochaine émission. Du coup, on vous remercie. Je remercie Mathieu de m'avoir épaulé pour cette première émission. À ton service. Voilà. Et du coup, on se retrouve le mois prochain pour l'émission VHS Visionnage hautement subjectif numéro 2. Passez de bonnes fêtes, joyeux Noël, bonne année et compagnie. Et on se dit à bientôt. Ciao! Ciao!